Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, comment réussir à savoir s'il faut envisager un redoublement? C'est une question qui peut être intéressante pour les élèves qui ont eu de mauvais résultats. Les redoublements sont de moins en moins euh, conseillés, on va dire, mais parfois, dans certains cas, il faut se poser la question. Alors, avoir de mauvais résultats est-il suffisant pour dire qu'il faut redoubler? Je pense que c'est assez complexe. Parce que les élèves, la plupart du temps, le prennent mal. Ils se disent que s'ils ont des mauvais résultats et qu'on leur propose de redoubler, qu'ils vont évidemment avoir la réaction des parents qui va être assez négative, qui risquent d'avoir des réprimandes. Et puis eux-mêmes n'ont pas envie de se retrouver avec des élèves plus jeunes l'année prochaine. Ils n'ont pas non plus envie de laisser leurs camarades qu'ils connaissent déjà. Et puis ils n'ont pas envie d'être jugés, surtout par les autres. Le redoublant étant parfois considéré à tort comme étant moins intelligent. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est important dans le cas du redoublement, c'est que même lorsque l'élève donc accepte le redoublement et qu'il réussit mieux l'année d'après, eh bien ses efforts et ses résultats seront minimisés parce qu'on va dire qu'après tout, ce n'est qu'un redoublant. Donc, c'est pas si évident que ça de se dire que voilà, il faut redoubler. Mais en fait, dans l'idéal, on voudrait qu'un redoublement soit utile. On voudrait que les élèves puissent gagner en confiance grâce au redoublement, qu'ils puissent rattraper leurs lacunes, consolider leurs connaissances et que le redoublement leur permette eh bien, de réussir tout simplement et de démarrer une série de succès jusqu'à l'obtention de tous leurs diplômes. Heureusement, eh bien, il y a un moyen d'obtenir ces résultats. Mais comme évidemment chaque élève est différent, chaque élève a son histoire, il faut s'adapter à chaque situation. C'est pour ça que je vais partager avec vous 4 questions à se poser afin de pouvoir déterminer de manière assez précise s'il faut envisager ou pas le redoublement et surtout comment faire pour qu'il soit le plus profitable possible. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Cette vidéo est le résumé d'un article que vous pouvez trouver sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et c'est l'article qui est sous la vidéo si vous êtes déjà sur le blog. Cela étant dit, on va pouvoir démarrer. Mais juste avant de vous parler donc des questions à se poser, on va d'abord faire le point sur les différents motifs qui font qu'un élève peut échouer. On peut en dénombrer 4 ou 5. Le plus connu, le plus trivial, c'est évidemment le manque de travail, le manque d'exercice, devrais-je dire, le manque d'effort, l'élève qui n'en a pas assez fait. Évidemment, n'en ayant pas assez fait, à la fin, il n'a pas assez de bons résultats. Donc, ça, c'est le cas le plus trivial. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez aussi la possibilité que l'élève ait eu tout simplement de mauvaises fréquentations. Vous avez parfois des enfants qui font exactement comme les autres, des élèves qui font comme les autres, même si ça peut être nocif ou néfaste, même si ça entraîne que justement cet enfant ou cet élève mette son travail de côté, mette ses études de côté. Une autre raison, ça peut être aussi l'environnement familial. Vous avez, dans certains cas, ça j'ai déjà vu dans mon métier, eh bien, des situations où en famille, il va y avoir de grosses tensions, des disputes, des séparations même parfois. Ça a un impact sur les enfants. Il ne faut pas s'imaginer que l'enfant s'en moque et que ça n'a pas d'influence sur lui, bien au contraire. Les séparations ont tendance à créer un désintérêt, on va dire, pour les études. J'ai vu ça plusieurs fois, les enfants se posaient la question, mais à quoi bon? Autre raison, il y a
d'autres mauvais choix dus encore aux parents qui auraient dû intervenir plus tôt, par exemple soit en faisant redoubler l'enfant un peu plus tôt, ou alors en le faisant accompagner par quelqu'un, un ami de la famille, eux-mêmes, ou un professionnel, afin de combler leurs lacunes avant. Voilà. Le fait d'agir tardivement est aussi un motif d'échec. Et puis, il y a les cas les plus rares, hein, contrairement aux idées reçues, qui sont donc les capacités intellectuelles de l'enfant. Dans la mesure où les notes ne sont pas conçues pour pouvoir évaluer les capacités intellectuelles, mais juste la quantité de travail fourni, la quantité d'efforts fournis, pour moi, ce n'est pas le critère le plus pertinent. Il faut qu'il ait des capacités normales, on va dire, hein, ou peut-être même un peu inférieures à la moyenne, c'est pas grave. L'école n'a pas été conçue pour ne faire réussir que ceux qui ont des QI à 5 chiffres. Hein. Ça existait d'ailleurs. Et donc, voilà, il suffit d'étudier régulièrement pour éviter l'échec. Dernière raison, dans l'autre sens, on accuse le prof. Ça aussi, c'est assez classique. Moi, dans mon métier, j'entends souvent donc, mes élèves dire « Ah oui, c'est la faute du professeur, c'est la faute du professeur, c'est la faute du professeur ». Et la plupart du temps, je leur dis non, 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 non. Peu importe le professeur, c'est vrai que le professeur est, dans des cas rares, pas très pédagogue, ça arrive, mais c'est plutôt rare, hein, contrairement aux idées reçues. Et même dans ce cas, eh ben, l'élève il a accès à un livre, il a accès aujourd'hui avec Internet, il y a plein de ressources gratuites sur YouTube, sur les réseaux sociaux, puis il peut y avoir la famille. Je veux dire, aujourd'hui, tout mettre sur le dos de l'enseignant, c'est un peu facile. Voilà. C'est pas comme à une certaine époque où peut-être il n'y avait que lui. Hein. Imaginez une époque où peut-être que les parents ne savaient pas lire, c'était il y a très longtemps, vous imaginez, et que seul l'enseignant donc avait la capacité de fournir la connaissance, le savoir, hein, donc une époque où il n'y avait pas d'internet, où les parents eux-mêmes ne savaient pas lire, là peut-être, la pédagogie du professeur avait de l'importance. Aujourd'hui, non, 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 il y a trop de sources distinctes pour trouver de la connaissance, pour avoir accès à la connaissance, à commencer par le livre hein, de la classe, j'insiste, à commencer par ce livre-là, qu'il faut ouvrir. Hein, la plupart des élèves n'ont pas le réflexe d'ouvrir ce livre. Donc s'ils l'ouvraient plus souvent, eh bien, ils se plaindraient moins de leur professeur. Voilà, maintenant que c'est dit, que vous connaissez tous ces motifs, ça va permettre évidemment aux parents et aux élèves de ne plus se retrouver dans le même contexte et de pouvoir apprendre évidemment des erreurs du passé afin d'aller vers le succès. Hein, ce succès qui est vraiment de nos jours indispensable. Le succès scolaire, la réussite scolaire est indispensable parce que autant il y a de plus en plus de sources de connaissances, autant il y a de concurrence dans la suite, évidemment, des études, que ce soit d'ailleurs dans les études ou après dans le monde du travail. Hein, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, aujourd'hui tout est mondialisé, vous pouvez avoir de la concurrence qui vient de n'importe où dans le monde, surtout que le télétravail s'est développé, donc il est tout à fait possible d'avoir de la concurrence dans un pays qui n'est même pas le vôtre. Et avec la science qui avance, la concurrence pourra même venir un jour des intelligences artificielles, qui sont évidemment de plus en plus performantes. Alors, je ne pense pas qu'elle prendra tous les emplois, l'intelligence artificielle, mais quand même, ou la robotique au passage, d'ailleurs, je disais intelligence artificielle ou robotique, puisque les deux sont en train de progresser à une vitesse incroyable. Il y a des tas de vidéos sur YouTube de sociétés comme Boston Dynamics ou Tesla qui montrent des robots qui sont capables de faire des choses de plus en plus spectaculaires. Et donc, le travail manuel de base, et puis le travail, on va dire, un peu intellectuel, même pas intellectuel, on va dire le travail simple, on va dire, à l'avenir, ce qui nécessite peu de qualifications sera effectué par des machines. Je pense qu'on tend vers ça. C'est pour ça que les êtres humains qui voudront travailler
devront avoir un haut niveau d'études. Il faut dès maintenant intégrer cette information. Un haut niveau d'études sera utile pour pouvoir travailler, puisque je pense qu'on aura encore besoin donc, de gens très diplômés avec beaucoup d'expertise surtout. Et donc, pour accéder à ce haut niveau d'études, je disais, on y va, on va se poser les bonnes questions. Alors, la première question, elle est toute simple. Est-ce que l'élève a tout simplement envie d'aller en classe supérieure? Vous avez des enfants qui ont parfois des soucis d'ordre émotionnel ou des problèmes d'ordre psychologique. Ça peut arriver pour des raisons X ou Y. Parfois, c'est juste un manque de maturité. Ils n'ont juste pas envie, que ce soit conscient ou inconscient, ils n'ont juste pas envie d'aller en classe supérieure. J'admets avoir moi-même été confronté à ça. Alors, j'étais déjà en études supérieures pour le coup, j'étais à la fac. J'en ai parlé dans un article précédent sur le travail et j'avais révélé que je craignais beaucoup l'idée de faire un stage. Autant j'aimais être sur les bancs de la fac, autant me retrouver à faire un stage quelque part, on va dire, m'effrayait. Voilà. Alors évidemment, avec le temps, c'est passé, hein, mais j'avais cette appréhension. Et je me dis, c'est pas impossible que d'autres personnes, d'autres élèves aient aussi une appréhension par rapport à des échéances, par rapport à simplement des exigences du niveau supérieur. Voilà. Bon. Mais ça, évidemment, ça se règle assez rapidement. Comme je dis, c'est de l'ordre de l'émotionnel, du psychologique. Ça se règle assez rapidement, soit en discutant avec d'autres personnes, des amis, la famille ou des gens qui sont déjà passés par là, ou au pire, faire appel à un professionnel. Bon, moi, je n'en ai pas eu besoin, j'ai juste eu besoin de discuter avec des amis. Mais si vous n'avez pas suffisamment de personnes de confiance à qui parler, vous pouvez faire appel à un professionnel, un psychologue, peu importe. Voilà. On attaque maintenant la deuxième question. Si l'élève passe en classe supérieure, alors qu'il était déjà juste, si on ne veut pas qu'il redouble justement, si on ne veut pas qu'il passe pour redoubler, aura-t-il la capacité de rattraper tout le retard pris, les lacunes, tout le retard qui s'est accumulé? C'est très important. Est-ce qu'il pourra le faire? Il pourra le faire seul ou accompagné, peu importe, mais est-ce qu'il aura le temps de le faire? Est-ce qu'il aura le temps de rattraper le retard et en plus de suivre le programme de l'année? C'est vraiment une question importante. Si la réponse est oui, alors tout va bien, il passe, il rattrape son retard, que ce soit donc seul ou accompagné, ça n'a pas d'importance, il rattrape son retard et tout va bien. Dans ce cas-là, d'ailleurs, justement, on a cette question de s'il a besoin ou pas d'un accompagnement payant. Si dans la famille, pareil, si dans la famille ou dans les amis proches de la famille, il y a des gens qui peuvent aider et qui ont le temps de le faire, il faut sauter sur l'occasion. S'il n'y a personne dans la famille ou aucun ami qui peuvent aider à rattraper les lacunes, là par contre, il ne faut pas craindre de faire appel à un professionnel ou une structure de professionnels qui pourront accompagner l'élève. Voilà. Nous, Sciences Po, c'est d'ailleurs notre métier. Nous accompagnons régulièrement des élèves, parfois qui sont passés donc, de la classe supérieure, et alors qu'on leur avait, on va dire, déconseillé. Et puis, justement, avec notre travail, on a rattrapé les lacunes et permis de suivre le programme correctement. Voilà. Ça, c'est quand c'est possible. C'est pas possible pour tout le monde, justement. C'est là qu'on arrive donc au deuxième cas, si la réponse est non. Si la réponse est non, c'est-à-dire que si l'élève n'aura pas le temps, parce qu'il a trop de lacunes, trop de retard accumulé, et qu'en une année, on ne pourra pas tout rattraper. Vraiment, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, on peut commencer à se dire qu'il faut peut-être redoubler. Je dis bien peut-être. Si vraiment passer ne servira à rien du tout, c'est-à-dire qu'en gros, s'il évite de redoubler maintenant, mais qu'il redoublera l'année d'après, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des questions. Ce qui va confirmer
que le redoublement sera nécessaire, c'est la question d'après. L'élève aura-t-il la maturité d'accepter son redoublement et de faire ce qu'il faut pour y arriver? Alors, ici, c'est peut-être la question la plus dure à déterminer. En fait, est-ce que c'est vraiment une question? Parce que, quelque part, une fois qu'on est sûr qu'il n'aura pas le temps de tout rattraper en une année, il faut commencer à le préparer psychologiquement, en fait, à l'idée de refaire l'année. Il y a tout simplement des choses qu'il doit accepter le plus tôt possible. Tout d'abord, il faut qu'il soit de plus en plus ambitieux. Il est essentiel, crucial, que l'enfant vise 20 sur 20. Attention, viser 20 sur 20 ne veut pas dire qu'on va avoir 20 sur 20. C'est un peu comme aux fléchettes. Si on veut avoir un maximum de points, on vise le centre. Ça ne veut pas dire qu'on le touche, mais on le vise. C'est pareil, on vise 20 sur 20, c'est la première étape. Ça ne veut pas dire qu'on le touche, mais au moins on le vise. Cette ambition doit l'accompagner en permanence. Elle doit lui permettre de changer ses habitudes, de pouvoir justement fournir des efforts réguliers et lui permettre de consolider ses progrès. Il y a autre chose qu'il va falloir qu'il ait en tête. Il y a un piège. Le redoublement crée un vrai piège. J'ai moi-même redoublé ma classe de seconde, j'avais 1 an d'avance à l'époque et j'avais à peine 12 de moyenne générale à cette époque-là. C'était insuffisant, on m'a proposé le redoublement. On m'a plus que proposé le redoublement, on me l'a imposé, surtout à l'époque. Aujourd'hui, des élèves à 12 de moyenne générale, c'est beaucoup plus rare qu'on leur propose ça. Et moi, comme j'avais 1 an d'avance, on m'a dit insuffisant pour refaire. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux parce que j'ai pu effectivement consolider mes connaissances comme je disais tout à l'heure. Il y a juste eu un défaut, c'est que j'ai intégré par erreur, je dis clairement par erreur et par immaturité, à l'époque, j'ai intégré que j'aurais toujours droit à une deuxième chance. En gros, si je fais une année à rien faire, je pourrais refaire, quoi. Et ça m'a posé donc de gros problèmes, parce que autant j'ai réussi donc, ma nouvelle seconde, j'ai réussi ma première, mais arrivé en terminale, j'ai rechuté et j'ai dû refaire ma terminale également. Voilà. Et donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on redouble. Il faut se dire qu'on a déjà eu la deuxième chance, parce que dans le cas de la terminale, par exemple, le redoublement n'est pas automatique. J'ai dû fournir une lettre de motivation pour qu'on accepte de me reprendre. C'était un vrai choc pour moi. C'est arrivé en terminale que j'ai réalisé que non, la deuxième chance, j'avais déjà eu et que voilà, il fallait que je prouve que j'étais vraiment motivé. Donc gardez ça en tête, même s'il y a un redoublement, c'était la seule chance. L'objectif n'est pas justement de se relâcher plus tard et de se dire qu'on va refaire les choses. Il ne faut surtout pas faire ça. L'objectif, c'est vraiment de réussir une série jusqu'au diplôme, tous les diplômes. Alors, dernier aspect important à prendre en compte, l'entourage, donc les amis, donc les mauvaises fréquentations, il faut évidemment les dégager. De soi-même, j'ai envie de dire, l'élève de lui-même doit se dire, bon ben, en fréquentant un tel ou un tel, ça s'est mal passé, on lui prendre des distances. Ça ne veut pas dire ne plus jamais les fréquenter, mais le moins possible, afin de pouvoir changer soi-même et puis peut-être les influencer aussi en bien par la suite. Et puis, au niveau familial, il faut évidemment une ambiance irréprochable. Il faut évidemment que la famille puisse apporter tout son soutien et que la famille s'assure que l'élève puisse se focaliser sur sa réussite. Voilà. Et puis donc, comme je disais au début, il faut gagner en maturité. Alors, comment faire? Je renvoie vers ma vidéo sur c'est là où c'est là, sur comment gagner en maturité, justement. Comment réussir à gagner en maturité. Il faut aller la voir. C'est utile de pouvoir gagner en maturité. On comprend en gagnant en maturité que justement, c'est plus simple de comprendre qu'on ne redouble pas pour les autres, on le fait pour soi-même. C'est très important. Voilà, on en arrive à la dernière question. En fait, c'est la même
que celle qu'on s'était posée avant. L'élève a-t-il besoin ou pas d'un accompagnement extérieur, même s'il redouble? Est-ce qu'il pourra travailler donc de manière autonome ou aura-t-il besoin d'aide? Donc pareil, s'il y a déjà des compétences dans l'environnement familial, amis, famille, il faut en profiter. Dans le cas contraire, si l'élève n'est pas très autonome et que dans la famille, il n'y a pas ce qu'il faut, entre guillemets, ou il n'y a pas le temps, ça arrive aussi, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel. Ça peut être donc un professeur particulier ou une structure comme la nôtre, ou des cours en ligne, comme vous voulez. L'idée, c'est que l'élève soit vraiment accompagné pour qu'il puisse réussir. Et ce sera le mot de la fin, parce que voilà, redoubler doit être une opportunité de s'améliorer. Ça doit rester une opportunité pour s'améliorer. Et donc, une fois qu'on a répondu à toutes les questions, on va pouvoir prendre la décision sans regret. À partir de là, si la vidéo vous a été d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à mettre un pouce. Pensez évidemment à vous abonner, c'est important. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.